Merci à vous tous pour votre présence à cette rencontre annuelle dédiée à la présentation des chiffres du tourisme en Île-de-France. Comme tous les ans, à cette occasion, je vais faire un état des lieux aussi complet que possible de la fréquentation dans notre région, de la fréquentation touristique. Et donc, nous allons analyser ensemble d'une part les tendances à long terme, parce que c'est important de voir au-delà de la conjoncture actuelle comment depuis quelques années les flux touristiques ont évolué en Île-de-France, parce que ces évolutions à long terme, elles vont forcément, dès que la conjoncture change, elles vont se revenir à leur tendance à long terme. Ensuite, donc, on va parler des tendances actuelles, notamment du premier semestre, la période estivale et aussi la période assez particulière des Jeux Olympiques où on a vu des changements de comportement de clientèle et un dynamisme particulier avec des périodes plus fortes de fréquentation et d'autres un peu plus faibles que d'habitude. Donc l'objectif de cette présentation est de comprendre en fait le tourisme en Île-de-France, surtout les défis d'une part, donc connaître les défis auxquels nous sommes confrontés parfois, et en plus on a besoin aussi d'identifier des opportunités. Je pense que c'est le plus important en analysant ces chiffres, c'est d'identifier toutes ces opportunités qui se présentent à nous, parce que l'Île-de-France et Paris disposent quand même d'un potentiel énorme en termes d'activités touristiques, encore plus peut-être dans les départements qui sont un peu en dessous de l'activité parisienne. Donc c'est des beaux, il y a des choses intéressantes à faire, et je pense que à partir de ces analyses, on peut en tirer des conclusions qui peuvent nous donner des idées, des pistes d'action pour cette période post-Jeux Olympiques qui a remis en valeur notre destination et qui en plus correspond aussi à une phase de reprise du tourisme après la pandémie. Donc nous sommes toujours sur une phase de progression. Donc avant de plonger dans les détails de cette présentation, donc je vais vite vous montrer les différentes parties que nous allons aborder dans cette présentation. Donc tout d'abord, une vue d'ensemble des flux touristiques en Île-de-France depuis 2014 à 2023. Dans un deuxième temps, on va parler des données des premiers mois de 2024 afin d'évaluer les tendances actuelles et voir quels sont justement les défis émergents. Et on va finir avec l'impact des Jeux Olympiques et aussi les perspectives pour fin 2024 et aussi 2025 pour justement avoir cette vision complète du passé au présent, pour ensuite pouvoir se projeter vers l'avenir pour être prêt pour les défis qui nous attendent. Dans cette première partie, on va commencer avec l'évolution des flux touristiques de 2014 à 2023. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc la période 2014-2019 pour voir l'évolution des flux touristiques en dehors des phases un peu conjoncturelles comme la pandémie ou les Jeux Olympiques, pour voir un peu quelles sont les tendances à long terme. Donc on voit que les séjours touristiques ont progressé de plus 10 entre 2014 et 2019 avec un dynamisme plus fort sur les marchés internationaux, plus 16%, alors que les touristes français n'ont progressé que de 6%. 2020-2021, bien sûr, la période de la pandémie. En 2020, le nombre de touristes internationaux a été divisé par 4. En 2021, on constate déjà une reprise de la fréquentation, notamment au niveau de la clientèle
française, et à partir de 2022, la clientèle touristique internationale est de retour, et on arrive à 2023 où les flux touristiques sont quasi équivalents à ceux de 2019, avec une différence quand même entre la clientèle touristique internationale qui est presque au niveau de 2019, alors que la clientèle française, elle est toujours en baisse de un peu moins de 10%. Donc, il est aussi intéressant d'analyser l'évolution de la fréquentation touristique en fonction des origines, parce que en fait, cette évolution qu'on a pu constater entre 2014 et 2019 n'est pas similaire selon les différentes régions du monde. Donc, pour ne pas compliquer la présentation, j'ai pas présenté clientèle par clientèle parce que ça risque d'être long. Donc, j'ai fait un regroupement par les continents. Donc, le premier constat qu'on peut faire sur cette période 2014-2019, c'est une baisse de la part de marché de l'Europe au profit des Amériques, de l'Asie et de l'Afrique. Donc, cela ne veut pas dire que les marchés européens sont en baisse en termes de volume. Il s'agit juste d'un dynamisme qui est moins important sur l'Europe, notamment à cause du dynamisme particulier des marchés émergents. Et en Asie, on a l'Inde, la Chine et les Amériques. C'est surtout le marché nord-américain qui est bien, que ça soit un marché, ce qu'on appelle un marché traditionnel. Donc on a eu une évolution qui a été assez importante ces dernières années, notamment sur les États-Unis. En 2020-2021, donc l'absence des clientèles lointaines fait que la part de marché de l'Europe monte à 77% en 2020, mais bon, sur des volumes qui sont, vous avez vu, très très bas. Et ensuite, à partir de 2022, on revient en fait à une répartition des clientèles qui est de plus en plus similaire à ce qu'on a pu voir avant la crise, avant la pandémie. Actuellement, on est sur quelque chose d'équivalent avec l'Europe qui est toujours un peu supérieure à ce qu'elle était avant la crise, bien que on voit qu'en 2014, 2016, on était autour des mêmes valeurs. Et notamment l'Afrique et l'Océanie qui sont un peu en baisse par rapport à ce qu'on a connu avant la crise, mais bon, ce sont des différences qui sont assez minimes. Je trouvais que c'était intéressant aussi de comparer ces évolutions que nous on a pu constater à Paris avec une destination concurrente entre guillemets, pour voir si ces évolutions, est-ce qu'elles sont similaires sur d'autres destinations en Europe, ou est-ce que Paris performe aussi bien que d'autres destinations, est-ce qu'on est plus haut, plus bas. Donc, ce qu'on peut dire sur la partie, donc la première période 2014-2019, c'est que on a déjà au niveau des flux, on est sur des valeurs qui sont à peu près similaires, avec parfois Londres qui nous passe devant, mais la plupart du temps, c'est Paris qui est en première position. Donc en 2019, on voit qu'il y a 22 millions de touristes internationaux, donc on est uniquement sur la partie internationale du tourisme, on ne prend pas en compte sur ce graphique les arrivées domestiques, donc les Français, les Britanniques pour Londres. Et sur cette période, on voit qu'il y a un dynamisme un peu plus fort de la clientèle internationale à Londres, avec plus 19% et plus 16% à Paris. La crise de 2020 a affecté les deux destinations plus fort encore à Londres. Donc, en 2020, ils n'ont même pas communiqué de données de fréquentation. Donc, j'ai pas pu illustrer. Et sur les 2 dernières années, ça reprend aussi bien à Londres qu'à Paris, mais la dynamique est plus intéressante dans notre région par rapport à Londres, avec un niveau qui est inférieur de 2% par rapport à 2019, alors qu'à Londres, ils sont encore en baisse de 7% par rapport à 2019. Sinon, au niveau des volumes, Paris est toujours en tête, ce qui est très bien.
Sinon, des informations qui ne sont pas forcément illustrées sur ce slide, c'est que c'est bien de dire qu'on on a plus de touristes qu'à Londres, mais les études montrent, d'autres études que j'ai pas illustrées sur la slide, montrent que la dépense et la durée de séjour est plus importante à Londres. Donc du coup, les retombées économiques sont plus importantes. Donc il faut effectivement faire un travail peut-être sur à la fois la durée de séjour des touristes qui restent en Île-de-France, mais aussi sur peut-être la proposition de services dédiés à une clientèle premium, une clientèle haut de gamme qui pourrait faire en sorte que ce panier moyen augmente pour Paris également, de manière plus importante. Pour ce qui est des choses, j'ai essayé de faire des constats et des recommandations selon les différents chiffres qu'on a pu voir. Donc on voit qu'il y a quand même une reprise de la fréquentation, mais que certaines clientèles, notamment asiatiques, ne sont pas encore revenues à leur plein potentiel. Donc il faut continuer à promouvoir Paris pour justement rattraper les niveaux et même les dépasser, et cela passe bien sûr donc les leviers qu'on peut actionner, c'est effectivement le dynamisme événementiel de la destination, que ce soit la culture, bon j'ai mis culture, mais ça peut être aussi l'événementiel sportif, d'affaires, etc. Il faut aussi montrer que Paris est une destination sûre, parce qu'on a eu ces dernières années pas mal de problèmes sur ces points-là, et effectivement il y a la question de l'éco-responsabilité qui est importante. On verra sur les slides qui vont suivre que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins bien perçu par les touristes, cette question de l'éco-responsabilité de notre destination. Ensuite, on a vu cette diversification des marchés touristiques, avec une croissance notamment des touristes venant d'Amérique, d'Asie, et aussi une baisse en part de marché de l'Europe. Donc cela doit nous inciter quand même à avoir une offre qui s'adapte à ces marchés émergents, avec des offres spécifiques, des expériences adaptées. On peut avoir des outils un peu classiques, des campagnes de communication, des collaborations avec des influenceurs, des médias internationaux, les inviter, leur faire découvrir les nouveautés de la destination pour qu'ensuite ils parlent sur les blogs, dans les médias, etc. Donc il y a plein de choses à faire pour cibler ces marchés. Il faut bien sûr adapter l'offre de restauration, d'information. L'information doit être traduite dans les langues de ces marchés émetteurs, notamment chinois, japonais. Il y a également un retard de reprise sur le marché dynamique, donc il faut effectivement dynamiser aussi cette clientèle française qui dispose quand même d'un potentiel de croissance assez important, que je trouve qu'il n'est pas suffisamment exploité. Il y a une attente forte sur le marché français qui est inexploité. Et ça peut se faire de deux manières. D'une part, redynamiser le tourisme d'affaires. Donc le tourisme d'affaires est sur le segment français, c'est quelque chose de très important. Ça représente 30-40% de la fréquentation touristique française. Ce sont des touristes d'affaires. Donc il faut redynamiser le tourisme d'affaires et aussi valoriser un tourisme de proximité. Il y a des bassins émetteurs qui sont très facilement, Paris est très accessible, que ce soit en train ou même en voiture. Il faut donc essayer de redynamiser ce marché intérieur,
avec voilà, sur le tourisme d'affaires, mettre en avant l'expertise parisienne en matière d'accueil et d'événements, l'offre aussi qui est pléthorique en termes d'accueil d'événements. On peut créer aussi des événements un peu plus modernes du type networking pour des secteurs comme la fintech, les biotechnologies, d'une plus petite ampleur, mais qui attire à la fois des touristes français et internationaux et qui sont en général des touristes qui aiment bien, enfin des professionnels qui aiment bien aussi profiter de l'offre touristique à côté de leur réunion d'affaires. Et un dernier point que je voulais mettre en avant, c'était ce besoin d'innovation pour rester compétitif face à la concurrence. Donc on a de plus en plus de capital en Europe qui se positionne sur différents segments de marché. L'avantage de Paris, c'est d'avoir un mix de clientèle assez intéressant entre touristes d'affaires, touristes de loisirs, et même au niveau des marchés qui arrivent. On a voilà, une bonne... un panel assez large de clientèle, donc il faut quand même rester malgré tout compétitif. Et cela passe bien sûr par l'innovation. Il faut montrer qu'il y a toujours des choses nouvelles qui se passent. Et bien évidemment le numérique au sens large, que ce soit les visites virtuelles, immersives, ce qu'on a pu voir d'ailleurs récemment au musée d'Orsay pour les 150 ans de l'impressionnisme, c'était très bien fait. J'ai beaucoup apprécié cette exposition. C'est ce type d'événement, créer de l'événement fait que les touristes et le monde se dit, il y a des choses qui se passent à Paris et il faut y aller. Et également renforcer donc cette présence numérique avec des plateformes en ligne, avec des applications qui permettent aux touristes d'avoir un parcours de visite fluide. Donc du coup, je passe sur l'année 2023 pour avoir une vision sur une année complète du tourisme qui est assez similaire à celle de l'année 2019, même si voilà, il y a des variations quand même en termes de volume de touristes et aussi de profil. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces informations à la fois sur les flux, mais aussi sur les profils pour prendre des bonnes décisions en matière de stratégie et marketing et commercial. Et comme pour l'instant, on n'a pas encore les valeurs de l'année 2024, je fais cette analyse sur l'année 2023. Donc 47,6 millions de touristes qui ont visité la destination, dont 25,8 millions de touristes français et 21,8 millions de touristes internationaux. Cela représente une hausse de plus 8 par rapport à 2022 et de moins 6, une baisse de moins 6 par rapport à 2019. On voit, on a déjà évoqué ce sujet, le dynamisme un peu plus important de la clientèle internationale qui a progressé de plus 12 par rapport à 2022 et qui a presque atteint son niveau de fréquentation de l'année pré-Covid, 2019 en l'occurrence. Donc là, je vous propose de regarder quelles sont les principales nationalités et de notre destination. On voit déjà sur ces deux premiers graphiques que la part de la clientèle internationale en 2023 est un peu plus haute que ce qu'elle était en 2019, avec 46% versus 44% en 2019. Et en termes de nationalité, donc on a tout d'abord je ne sais pas si on peut les appeler anglo-saxons et États-Unis, Royaume-Uni, qui représentent à eux deux, ces deux nationalités, près d'un quart de la fréquentation touristique en Île-de-France. On voit qu'en termes de part de marché, en tout cas, la clientèle britannique a été très dynamique au cours de l'année 2022-2023, avec une hausse de 4% de part de marché. Les États-Unis également ont progressé.
Ce qu'on peut dire également, c'est que la Chine, bien sûr, n'est pas du tout au niveau où elle était en 2019, avec 2 points de part de marché en moins. Elle était en 6e position, là, elle est en 9e. Le Japon également, qui n'est plus dans le top 10, qui a été remplacé par le Brésil en 2023. Et sinon, les autres clientèles classiques de la destination, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, qui sont assez stables en termes de part de marché. Concentré sur les dynamiques spécifiques de ces différents marchés en 2023 par rapport à 2022 et 2019. Donc on a les deux variations, les deux évolutions. On constate que les 2 premiers marchés de la destination, les Américains, les Britanniques, avec respectivement 2,7 millions de touristes et 2,6 millions de touristes, on connaît aussi les plus fortes hausses en 2023 avec plus 13 et plus 28. Ils ont déjà dépassé les niveaux de fréquentation de 2019 avec plus 38 pour les Britanniques. Les Britanniques, bon, c'était une année spéciale à cause de 2 choses. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui a boosté la fréquentation. Et en plus, l'année 2019 était une année qui a été un peu difficile pour le marché britannique parce qu'il y avait des questions autour du Brexit. Et il y a eu une période où la livre sterling était un peu en baisse, donc une perte de pouvoir d'achat. Donc on a eu une année 2019 où la clientèle britannique a été moins présente. Donc du coup, on voit qu'une fois que les choses sont rentrées dans la normalité, avec un taux de change qui est tout à fait favorable, ils sont revenus aussi incités par cet événement majeur qui a eu lieu en 2023, la Coupe du Monde de rugby. Sur les autres nationalités, on peut remarquer que les Espagnols et les Belges sont un peu en perte de vitesse, de même que les Néerlandais, avec moins 16% par rapport à 2022. Pour les Néerlandais, on avait constaté une forte hausse en 2022. Je pense qu'ils étaient un peu contraints par les conditions de circulation qui étaient un peu restrictives à cette époque-là. Donc ils sont pas mal rabattus sur la France et l'Île-de-France. Et du coup, dès 2023, ils ont vu qu'ils pouvaient aller sur leur lieu préféré de vacances dans le sud de l'Europe. Et donc on en a eu moins. Et la Chine qui continue sa progression depuis la réouverture des frontières avec un volume de touristes qui a presque doublé par rapport à 2022, enfin qui a doublé par rapport à 2022, mais on constate qu'ils sont toujours en baisse de moins 46% par rapport à 2019. Donc il y a encore un gros potentiel à exploiter sur ce marché, au moins pour le faire arriver à son niveau d'avant la crise. Et le Brésil aussi qui fait état d'un bon dynamisme sur cette année 2023. En termes de constats et de recommandations, donc on a cette hausse des marchés anglo-saxons, donc il faut capitaliser sur ce dynamisme, il faut accompagner la croissance de ces marchés avec des campagnes marketing, avec des partenariats sur ces pays-là en particulier. On sait qu'aux États-Unis, on a des segments de clientèle qui, notamment le haut de gamme, qui passent par des intermédiaires. Donc il ne faut pas hésiter à travailler avec ces agences de voyage qui connaissent bien en plus le marché, pour promouvoir notamment l'offre haut de gamme, bien sûr, optimiser la présence digitale. Donc ça, c'est absolument nécessaire, être présent sur les plateformes et les réseaux sociaux de ces pays. Et au
On a également, donc on a vu un essoufflement pardon, de quelques marchés en Europe. Est-ce que ce sont des conditions économiques? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que il faut étudier ça un peu plus dans les détails pour voir d'où ça vient ce dynamisme un peu moins important sur quelques marchés européens. Donc on peut, pour les redynamiser, on peut mettre en place différentes actions, notamment des offres promotionnelles sur des périodes de l'année où on sait que la fréquentation est un peu plus faible. On peut également se raccrocher à des événements qui mettent en avant, que ce soit des événements sportifs ou des événements culturels qui sont liés à la culture de ces pays-là pour justement les inciter à venir en Île-de-France. Bon, le rapport qualité-prix, bien sûr, pour ces marchés qui peuvent souffrir un peu de l'inflation et qui peuvent être incités à venir si on fait des offres particulièrement intéressantes. Et ensuite, il y a bien sûr le fort potentiel des marchés émergents, notamment asiatiques, qu'il faut essayer de stimuler et de capter. Après, voilà, j'essaie de vous proposer quelques actions, mais effectivement, c'est vous les spécialistes du marketing. Il faut bien sûr adapter l'offre touristique à ces marchés émergents avec des services en langue spécifique, chinoise, portugais. Il faut des supports de communication adaptés. Une présence encore plus importante pour ces marchés-là, une présence sur les réseaux sociaux avec notamment en Chine, WeChat, Weibo, etc. Et évidemment, c'est très important pour ces marchés asiatiques de participer à des salons et des événements en Asie. Il faut aller sur place, discuter avec les professionnels qui sont des prescripteurs majeurs pour ces marchés émergents. On va passer à la partie dédiée au profil, aux pratiques de la clientèle en Île-de-France. Donc on constate d'abord, on aborde la question du mode de transport pour venir en Île-de-France, avec donc l'avion qui représente un peu plus d'un tiers des touristes. Sur ce mode de transport, donc on a 78% de touristes étrangers et internationaux. Donc c'est un mode qui est privilégié essentiellement par les touristes internationaux. Parmi les principales clientèles qui viennent en avion, donc on a les Américains, les Espagnols, les Italiens, et les Britanniques, et ensuite donc on a des nationalités qui sont moins bien représentées. L'Allemagne qui vient beaucoup aussi en train et en voiture. Le Canada, bon, ce sont des volumes, même s'ils viennent majoritairement en avion, ce sont des volumes beaucoup plus faibles. Sur le train, on a 69% de touristes français, donc, et parmi les principales clientèles qui utilisent le train en Europe, en tout cas, les marchés européens, on a les Britanniques, les Allemands, Suisses, Pays-Bas, Belgique, donc toutes les destinations qui sont reliées à Paris par des trains à grande vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des marchés lointains qui utilisent le train, notamment les Américains, les Chinois, les Australiens, les Indiens. Donc il s'agit des touristes qui arrivent en train dans une autre capitale ou qui arrivent en train à Paris, et ensuite ils font des circuits en Europe par le train. Donc nous, ce qu'on mesure en fait, c'est le mode de transport pour arriver à destination, pas le mode de transport pour arriver en Europe. Donc on peut avoir des touristes qui arrivent notamment par Londres, les Australiens, les Indiens, et ensuite qui prennent le Eurostar pour venir à Paris. La route est un mode de transport essentiellement utilisé par les Français, donc 3/4 des touristes sont français. Parmi ceux qui utilisent la route, les touristes internationaux, des Britanniques, des Belges et des Allemands, encore une fois des clientèles de proximité. Pour ce qui est des
profil des touristes. Donc ça, c'est aussi important de savoir quels sont les profils moyens de nos touristes en Île-de-France. Donc on a 57% de femmes, un peu plus de femmes que d'hommes, 80% de repeaters. Bon, pour chaque segment de clientèle, il faut évidemment essayer de penser à ce qu'on peut mettre en place pour répondre en fait à des attentes ou à des besoins spécifiques pour les repeaters. Bien sûr, des programmes de fidélité, des offres exclusives pour encourager les retours, parce que une fois qu'on a vu là, les principaux sites, il faut de la nouveauté pour revenir. Bon, faut savoir que parmi ces 79% de repeaters, on a beaucoup de touristes d'affaires. L'âge moyen, c'est 41 ans. C'est un âge qui correspond généralement à des personnes en activité, avec une famille, un pouvoir d'achat stable. D'ailleurs, la plupart des touristes de notre destination viennent en famille, donc il faut avoir en tête l'importance de ce segment familial, en proposant des offres dédiées aux familles, des réductions pour les enfants, des activités adaptées à des séjours en famille. Ensuite, on a une part importante de touristes CSP+. Ça, c'est une moyenne sur la totalité des touristes, mais si on regarde un peu plus dans le détail, par exemple, si on prend les nationalités internationales ou si on prend les nationalités qui viennent en hébergement marchand, ce taux de CSP+ est encore plus important. Donc il faut effectivement se dire que ce sont des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, donc il faut leur proposer peut-être des offres spécifiques pour justement répondre à leurs envies, à leurs besoins. Et là, encore une fois, bien sûr, les possibilités sont infinies. En termes d'hébergement, on peut imaginer des choses. En termes de restauration, tout un tas de choses aussi, et des expériences VIP uniques en termes de gastronomie, des expériences culturelles exclusives avec des visites de lieux prestigieux avec voilà, en petits groupes et quand il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il y a tout un tas de choses à imaginer. On a 79% des touristes qui viennent en individuel, donc qui ne passent pas par un intermédiaire. Il faut proposer des outils numériques pour faciliter la réservation et l'information, des guides et peut-être aussi des offres de dernière minute, parce que c'est plus facile quand on réserve en individuel de profiter de ces offres de dernière minute. Et en termes de motifs de séjour, on a 70% de séjours personnels et 23% de séjours professionnels. Là, il faut savoir qu'on est sur un pourcentage de séjours professionnels qui a diminué par rapport à 2019. On n'a pas encore, voilà, on constate qu'il y a quand même un petit déficit sur ce segment de touristes d'affaires, que ce soit pour les réunions, événements, mais aussi pour le tourisme individuel. Donc voilà. Si on regarde dans le détail, pour à la fois les touristes pour motifs personnels, on voit que la majorité viennent pour passer des vacances, loisirs, etc. Mais on a une part importante qui visite, enfin fait des visites, ce qu'on appelle affinitaires, viennent pour voir leur famille ou à leurs amis. Là aussi, il y a des choses peut-être à imaginer. Et en termes de séjour professionnel, donc la plupart des touristes viennent pour des rendez-vous, ce que je vous disais, individuels. En individuel, la première barre correspond au tourisme d'affaires individuel. Et ensuite, si on cumule en fait les trois items suivants, modalités suivantes, on voit que la part de ceux qui viennent pour des événements professionnels, que ce soit des séminaires, des événements, des salons, des congrès, représente aussi environ 43% de la fréquentation des touristes d'affaires. Donc voilà, c'est très important d'avoir un secteur événementiel d'affaires dynamique pour continuer à attirer cette clientèle d'affaires.
termes d'hébergement, on constate que les hôtels restent le type d'hébergement dominant, avec 56% des séjours qui se font à l'hôtel. Ensuite, on a une part quand même significative de touristes qui sont en non marchand, près d'un tiers, entre un quart et un tiers. Donc, ce sont essentiellement des touristes soit français, soit des touristes européens de proximité. Et 15% qui sont en hébergement marchand de type location saisonnière, résidence de tourisme, etc. Pour ce qui est de la réservation de l'hébergement, donc on a la plupart de nos touristes réservent via des sites internet de type ce qu'on appelle les OTA, les agences de voyage en ligne. Ensuite, on a plus d'un tiers qui font leur réservation en direct. Ça peut être en direct par le site de l'hôtel. Et on a aussi 18% qui réservent en fait via des agences de voyage et des tours opérateurs. Donc on constate que ces canaux traditionnels restent pertinents. Donc il faut pas les négliger. Il faut continuer à travailler avec les agences de voyage et les tours opérateurs, d'autant plus que aujourd'hui ils sont à la fois sur le digital et le classique. Pour ce qui est de l'hébergement marchand, donc je voulais vous présenter un peu comment quelles sont les catégories de touristes qui font le plus appel à l'hébergement marchand. Donc on voit qu'il y a des grosses différences selon les profils. 61% des Français uniquement, 83% d'étrangers qui vont aller en hébergement marchand, notamment à l'hôtel. Aussi selon le mode d'hébergement, les touristes qui viennent en avion sont à 80% à aller dans un hébergement marchand. Et il y a également une différence entre les repeaters et les primo-séjournants. Donc les primo-séjournants en quasi-totalité, ils sont en hébergement marchand. Et également selon le motif, ça aussi, on voit que le segment professionnel est essentiel pour les hébergeurs dans notre destination. Il y a 89% des touristes d'affaires qui séjournent en hébergement marchand à l'hôtel essentiellement. Pour ce qui est des nationalités, donc on voit que plus on vient de loin généralement, plus on fait appel à des hébergements marchands, notamment on voit les marchés asiatiques avec la Corée du Sud, l'Australie et les États-Unis qui font partie de ceux qui séjournent le plus en hébergement marchand. Et à l'inverse, on a des marchés notamment où il y a des diasporas importantes qui font que les gens vont moins aller en hébergement marchand et plus chez la famille ou chez des amis. Ce qui est à retenir de ces slides, c'est qu'on a une prédominance des réservations en ligne, notamment les OTA, mais aussi les sites web des hôtels sont très sollicités. Donc il faut bien évidemment améliorer la visibilité des établissements sur les plateformes de réservation en ligne, mais aussi optimiser les réservations en direct sur les sites. Il faut investir dans le référencement, être présent sur des sites comme Booking, Expedia, soigner le contenu de sa présentation avec des photos de qualité et une description aussi précise. Et très important, gérer les avis des clients. Donc il y a de plus en plus de touristes qui font leur choix en fonction de l'avis qui est donné par les pairs, ceux qui ont déjà visité ou en tout cas qui ont déjà séjourné. Donc il faut avoir une bonne gestion de ces avis en ligne pour capturer ces 40% de réservations qui sont effectuées via des canaux de type OTA. Pour l'optimisation des sites internet des hôtels, il faut mettre en place des stratégies SEO, avoir un site responsive, rapide et sécurisé pour les réservations, proposer une expérience utilisateur fluide avec la possibilité de réserver très facilement.
On a également observé que dans l'hébergement marchand et notamment dans les hôtels, on a une surreprésentation de certaines catégories de touristes, notamment les touristes internationaux utilisant l'avion, les primo-séjournants et les touristes d'affaires et mixtes. Je dirais que pour les autres îles, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ce sont les segments prioritaires, les segments clés, les clientèles clés. Il faut les travailler, il faut avoir une approche spécifique pour ces marchés en particulier, en adaptant l'offre et essayer de répondre aux attentes, même anticiper les attentes. Pour les marchés internationaux, bien sûr, les canaux classiques, les salons, participer à des salons, collaborer avec des agents de voyage, tour opérateurs, avoir des campagnes marketing ciblées sur des marchés clés. Pour les touristes qui viennent en avion, on peut faire des partenariats avec des compagnies aériennes, par exemple, ou même avec des aéroports. Les primo-séjournants, leur proposer des packs devient bienvenu avec des cartes de la ville, avec des guides touristiques et des informations sur les sites à visiter voilà, autour de leur lieu d'hébergement. Pour les touristes d'affaires, bien sûr, des infrastructures adaptées avec des salles de réunion, des espaces de coworking, une connexion Internet sécurisée. Et pour les touristes leisure, bien sûr, des packs incluant à la fois des activités de loisirs, spa, golf, visites culturelles, etc. Et peut-être aussi pour les voyageurs leisure, enfin ce qu'on appelle les visiteurs business qui prolongent leur séjour, peut-être leur présenter des offres adaptées en termes de tarifs aussi hôteliers en disant voilà, vous êtes resté 3 jours en tant que voyageur d'affaires, vous pouvez encore rester 2 jours sur le week-end avec peut-être une offre intéressante en termes de prix. Et, un autre constat, c'est ce mix de séjours individuels, donc des touristes qui réservent eux-mêmes leur séjour, que ce soit l'hébergement, mais aussi les autres composantes de leur séjour, et 18% qui réservent via des agences de tourisme et des TO. Donc il faut pour ce 18%, pour capter ces 18% qui réservent via des agences de tourisme, il faut collaborer avec ces intermédiaires, leur offrir des tarifs intéressants pour justement créer des packages tout inclus. Enfin, tout inclus, on peut imaginer des packages d'hébergement, transport, hébergement, activité. Aussi être présent, bien sûr, sur les salons, organiser des éductours avec ces intermédiaires. Et un hôtelier se doit aujourd'hui d'avoir aussi une stratégie de marketing intégrée qui consiste à avoir une cohérence entre les différents supports de présentation de son offre hôtelière, une présentation 360, donc il y a une cohérence entre l'application mobile, le site internet, s'il travaille avec des agences de voyage, ce qui est présenté sur ces supports-là. Il faut qu'il puisse analyser les données clients, un hôtelier, donc utiliser toutes les données dont il dispose sur les profils des touristes pour adapter les messages, peut-être développer aussi un système de fidélité, un CRM. Peut également s'associer avec d'autres hôteliers pour échanger peut-être leurs données et même avec d'autres types d'acteurs du tourisme. En ce qui concerne les activités qui sont pratiquées par les touristes en Île-de-France, on a tout d'abord une grosse proportion qui vient pour visiter les musées et monuments, donc c'est le pilier de l'attractivité de notre destination. La visite de musées et monuments, on a plus de 2/3 qui viennent pour faire des promenades, justement on peut flâner, donc cela illustre un peu l'importance des espaces, de la beauté de l'espace public, des quartiers un peu authentiques,
des visites qui sont un peu en dehors des visites classiques, des circuits classiques. Donc voilà, il y a un potentiel à exploiter sur cette envie de se promener en dehors des circuits classiques. Et en troisième position, comme activité, on a le shopping. 40% des touristes qui sont présents en Île-de-France en profitent pour justement faire des achats, notamment. C'est une belle opportunité pour les commerces locaux, bien sûr, notamment pour les grandes enseignes. On sait qu'il y a une envie d'avoir des produits estampillés Paris ou Made in France. Donc, on a aussi un gros potentiel sur cet aspect-là du shopping. En termes de sites visités, bon, sans surprise, je dirais, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, et même en travaux, Notre-Dame continue à attirer l'attention de nos visiteurs. Sur les activités, donc une vue un peu détaillée et en essayant à la fois de présenter le détail, mais aussi de regrouper par type d'activité. Donc on voit que le pilier de l'activité est constitué par des visites culturelles et patrimoniales, avec 94% qui ont fait au moins une des activités qui sont détaillées plus dans la colonne tout à gauche. On a vu les visites de musées et monuments avec 71%, les visites de parcs, jardins à 38%, les croisières fluviales et les visites guidées de quartier. Ensuite, on a regroupé un certain nombre d'activités sous l'intitulé loisirs et détente, avec le shopping en première place, en première position. On a aussi des proportions non négligeables de touristes qui s'intéressent à la gastronomie française et les visites de parcs d'attractions qui attirent entre 20 et 25% donc de la clientèle. Entre un touriste sur 5 ou un touriste sur 4 visite un parc d'attractions, notamment Disney, il n'y a pas de surprise. Et la dernière typologie d'activité qui est pratiquée par les touristes, c'est l'événementiel. 28%. Ce sont des activités principalement pratiquées par soit les touristes français, soit les touristes de proximité, les Belges, les Néerlandais, qui ont la possibilité de venir facilement pour assister à ce type d'événement. Et l'événement sportif qui est à 6%. Bon, on était en 2023, il y avait la Coupe du Monde de rugby. Mais je pense qu'en 2024, on aura un peu plus de participants à des événements sportifs. Même si, vous allez le voir, la fréquentation pendant les Jeux Olympiques, si on la compare à une fréquentation globale sur une année, c'est quand même relativement réduit. Ce qu'on peut en retenir, donc on a cette forte attractivité des musées et monuments, mais on a besoin, je disais tout à l'heure, besoin de diversifier les expériences avec notamment des visites immersives, des visites thématiques, des parcours un peu innovants. Pour sortir du classique, du classique au classique, notamment pour des clientèles qui ont déjà visité la destination. Comme constat, je me disais qu'on a peu de touristes qui font des événements, des spectacles par rapport à d'autres activités. Donc, on peut peut-être leur faire profiter, ou en tout cas donner plus de visibilité à ces événements si on essaie de les coupler avec d'autres activités, je ne sais pas, du shopping, des croisières fluviales, des activités qui sont un peu plus demandées par les touristes. Donc du coup, on peut faire coupler des offres avec des offres pour des spectacles ou pour des événements. Par rapport à d'autres études, donc on voit que le taux de pratique pour la gastronomie est de 24%. Quand on regarde des études qui s'intéressent à l'imaginaire de la destination ou aux envies des touristes, on constate que la gastronomie fait partie de trio de tête.
Et je trouve qu'on retrouve pas dans les activités pratiquées cette envie de peut-être la gastronomie française, une fois que le touriste est sur place, n'est pas suffisamment exploité. Donc peut-être il y a un potentiel aussi à développer à partir de cette offre gastronomique. On peut imaginer des circuits touristiques autour de la gastronomie. On peut faire des dégustations dans des lieux historiques ou sur des marchés locaux. On peut mettre en avant aussi l'offre éco-responsable des produits locaux en Île-de-France. Donc il y a tout un tas de choses aussi à imaginer. Voilà, moi je trouve qu'il y a un potentiel pas suffisamment exploité sur l'attractivité de cette gastronomie, en sachant que souvent on peut avoir des mauvaises expériences avec certains restaurants, même si, comme vous allez le voir plus tard, la restauration est suffisamment bien notée. Partie qui s'intéresse en fait aux retombées économiques du tourisme en Île-de-France, toujours au cours de l'année 2023, donc 21,8 milliards d'euros qui ont été générés par la consommation touristique. Donc dans cette consommation, on exclut bien sûr le transport pour l'avion ou le train, donc sont comptabilisées uniquement les dépenses qui sont faites sur place, l'hébergement, la restauration, les loisirs et les transports sur place. Vous avez vu, le tourisme français donc les touristes français sont plus nombreux en nombre que les touristes internationaux, mais en termes de consommation, les touristes internationaux génèrent beaucoup plus de revenus. On ne va pas s'attarder sur les variations qui sont assez conjoncturelles, mais voilà, je voulais mettre en avant le fait que la clientèle internationale est quand même essentielle pour notre destination. En termes de dépenses moyennes, donc on a un panier moyen de 124 € par jour et par personne, qui se répartissent entre l'hébergement qui absorbe près de la moitié de la dépense est absorbée par l'hébergement. Ensuite, un cinquième par la nourriture et la restauration. Et ensuite, les loisirs et spectacles, 10%, les biens durables, 12%, et le transport sur place, 7%. Après, les montants peuvent vous paraître un peu bas, mais il s'agit des moyennes qui prennent en compte à la fois, par exemple, ceux qui n'ont pas payé son hébergement parce qu'il était chez la famille et ceux qui ont payé un hôtel à 200 €. Donc la moyenne est faite entre celui qui a payé 0 et celui qui a payé 200. C'est pour ça que peut-être on peut avoir des surprises, enfin être un peu étonné de ces moyennes qui peuvent paraître un peu basses. Mais on regardera tout de suite dans le détail comment ces dépenses comment ces dépenses dépendent du profil du visiteur. Là, déjà, dans un premier temps, vous pouvez remarquer que il y a certaines nationalités qui se distinguent par une dépense moyenne par jour et par personne très importante, notamment les Suisses, les Britanniques et les Japonais, avec plus de 180 € par jour et par personne, et d'autres nationalités, donc notamment celles où on a vu qu'ils étaient hébergés chez la famille ou chez des amis, ou bien sûr le fait qu'ils ne payent pas d'hébergement fait que leur dépense est beaucoup plus basse. Le budget moyen, il varie en fonction de l'origine, en fonction du mode de transport, en fonction du motif. Donc on voit que les touristes étrangers ont un budget moyen par personne. Donc voilà, si c'est un couple ou une famille de 3-4 personnes, il faut multiplier les 632 € par le nombre de personnes. Ensuite, les avions, c'est logique, les voyageurs qui viennent en avion aient une dépense plus importante parce que ce sont essentiellement des touristes internationaux. De la même manière, les primo-séjournants sont essentiellement des touristes étrangers. Donc ces trois variables sont corrélées, sont liées
lié au fait que ce sont les touristes étrangers qui sont derrière tout ça. Et plus intéressant, c'est la distinction entre le motif personnel et professionnel. Donc on voit que les touristes d'affaires, et notamment ceux qui restent à Paris pour les deux motifs, ceux qui viennent pour un motif professionnel, ils prolongent leur séjour avec quelques jours de vacances. Ils ont un budget beaucoup plus important, à 610 €. Et cette distinction qui est essentielle entre celui qui est un non marchand chez la famille et chez des amis, pardon, ou ceux qui payent un hébergement, un hôtel ou un Airbnb. Donc des différences selon aussi ces variables-là. Et pour les budgets par nationalité, on voit qu'il y a encore une fois les clientèles lointaines, notamment les Canadiens, les Américains et les Australiens qui dépensent le plus en Île-de-France. Cette année, les Chinois sont également souvent dans ce top 3, mais cette année, on a constaté une baisse assez importante de la durée de séjour de la clientèle chinoise. La dernière partie de cette première partie, c'est sur la satisfaction, donc mettre en avant un peu les points forts, les points faibles. On observe qu'au global, la satisfaction du séjour est très positive. Donc, on a 96% des touristes qui sont venus en 2023 qui sont déclarés satisfaits de leur séjour dans l'ensemble. Les aspects de l'offre touristique qui sont mieux notés, donc c'est l'hébergement à 91% de satisfaction et la restauration à 88%. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être un peu sur les points qui sont où on peut avoir des marges d'amélioration, notamment la propreté des villes qui n'obtient que 56% de satisfaction. Donc on a 44% des touristes qui sont insatisfaits de la propreté des villes et des sites. La sécurité est aussi une question qui est un peu moins bien notée et là aussi il faut faire des efforts. Bon, ça c'est aussi plus compliqué au niveau régional ou pour des acteurs comme les hôteliers ou les offices de tourisme. Ça fait partie des politiques publiques, mais si on peut communiquer, en fait, même si nous on peut pas faire des choses, il faut essayer de gérer déjà des choses qui peuvent créer le buzz. Par exemple, on a souvent vu des touristes chinois se faire agresser, même si ce sont des cas isolés. Moi, je dirais que ce sont des cas isolés. Mais le buzz que ça a pu créer sur les réseaux sociaux, donc il faut avoir une capacité de réaction pour dire que malheureusement dans toutes les capitales, parfois il y a des dans toutes les métropoles, que ce soit en Europe ou ailleurs, il y a des vols, des infractions et qu'on ne peut pas y échapper, mais que c'est pas la réalité de notre destination. Donc voilà. Après, il faut être visible, oui, au niveau de la police, il faut mettre des caméras de surveillance, mais effectivement, c'est pas à nous de le faire. Et ce qui est aussi très mal noté, c'est la qualité de l'air en Île-de-France. Donc, je pense que l'aspect éco-responsable, durable, la piétonisation, le renforcement de déplacement par des modes de transport type vélo ou électrique peut apporter un changement de perception de notre destination sur ce point-là. Ce qui est très rassurant, c'est que la satisfaction pour les musées et monuments est assez bonne, avec 92% qui apprécient les sorties et l'offre culturelle parisienne. Donc c'est les piliers de notre attractivité, l'hébergement, la restauration et les sorties. Donc très bien noté. Après, un peu moins bien noté, ce sont les prix des musées et monuments. Une autre façon de mesurer la satisfaction des visiteurs, c'est via l'indicateur qui s'appelle Net Promoter Score. C'est un indicateur qui mesure à la fois la satisfaction, mais aussi
la probabilité qu'un visiteur recommande la destination à ses proches, à son entourage. Donc ce qui donne, donc est-ce que sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous recommanderiez la destination à vos proches, et ceux qui notent de 9 à 10, on les appelle les promoteurs, donc ils sont 44% des touristes qui viennent en Île-de-France qui sont prêts à en parler autour d'eux et à inciter ceux qui sont autour d'eux à venir visiter la destination. On a 38% de passifs qui sont relativement satisfaits de leur séjour, mais ils ne sont pas plus motivés que ça pour faire la promotion autour d'eux. Et on a 18% de touristes qui ne sont pas prêts du tout à valoriser la destination, et en plus sont ce qu'on appelle les détracteurs, qui sont même capables de partager une expérience négative autour d'eux, et donc il faut être attentif, comme c'est le cas quand on a un avis négatif sur un hôtel, il faut vite essayer de lui fournir une réponse. Donc ça aussi peut faire partie des actions qu'on peut mettre en place pour répondre à ce type de mécontentement. Et là, il y a un résumé en fait des forces et faiblesses de la destination en fonction de la satisfaction qu'on a pu voir sur les slides précédents. Donc, ce qui est intéressant dans cette présentation, on a là sur l'axe horizontal en fait le taux de satisfaction. Donc, plus on se situe à droite, plus le taux de satisfaction est important, et sur l'axe vertical, en fait, on a l'importance de l'item, enfin de cet aspect de l'offre sur la satisfaction globale. Donc, plus on est en haut, plus le fait d'être satisfait ou insatisfait joue sur la satisfaction globale du séjour. Donc, on voit que les points forts de la destination, qui sont à la fois bien notés et qui sont très importants pour la satisfaction globale, c'est la restauration, l'hébergement, dans une moindre mesure l'accessibilité, pas uniquement dans le sens accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi le transport. L'accessibilité concerne aussi le transport. La sortie, les sorties aussi qui font partie des points forts, mais qui globalement, on voit qu'il y a une moindre relation entre la satisfaction globale et les sorties. Et après, en termes de faiblesse, donc il y a l'accueil et l'information qui est un peu moins bien noté et qui a une importance majeure, une certaine importance sur la satisfaction globale. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut absolument faire attention, travailler, etc. Support en langue étrangère, accueil plus sympa dans les restaurants. Je vais commencer la deuxième partie avec, dans un premier temps, la fréquentation du premier semestre. Et je vais commencer par les arrivées hôtelières. On constate que sur le premier semestre, on a eu 17,4 millions d'arrivées hôtelières. Une fréquentation qui est stable par rapport à 2023 et une baisse de 6% par rapport à 2019. Si on regarde les résultats mois par mois, on constate que sur le premier trimestre, la fréquentation a été plutôt positive comparativement à 2022, et que c'est surtout la deuxième partie du premier semestre, notamment le mois de juin. Le mois de juin a enregistré une baisse de moins 13%. Donc cela s'explique peut-être par l'effet, ce que les cabinets hôteliers ont appelé le halo à Jeux Olympiques, l'effet de préparation qui a pu impacter à la fois par à cause de la hausse des prix, des chambres qui étaient peut-être bloquées. Il y a aussi des questions de logistique qui faisaient qu'il y avait des quartiers qui n'étaient pas peut-être accessibles, et donc on a eu beaucoup moins de fréquentation dans les hôtels au mois de juin. Pour ce qui est des prix hôteliers, donc j'avais mis cette slide notamment pour les hôteliers.
On voit que donc il y a 3 indicateurs qui sont mesurés, qui sont présentés sur ce tableau. Donc il y a le taux d'occupation, le prix moyen et le revenu par chambre selon la catégorie et aussi selon la distinction Île-de-France hors Paris et Paris. On voit que les taux d'occupation sont en baisse pour les hôtels économiques aussi bien en Île-de-France qu'à Paris. Et sur le haut de gamme, encore plus, moins 10%. Pour les autres catégories, les taux d'occupation ont été à peu près stables sur le premier semestre. Pour ce qui est du prix moyen, qui s'étale de 80% par exemple pour un hôtel économique en Île-de-France à 979 € pour un hôtel luxe et palace à Paris. Donc le seul segment qui a vu ses prix moyens augmenter au cours du premier semestre toujours, ce sont les hôtels milieu de gamme parisiens qui sont majoritaires. Et ce qui fait que le RevPAR de cette catégorie en particulier a bien augmenté de 16%, alors que les autres catégories sont globalement en baisse. Voilà, je voulais vous présenter et également les performances des meublés de location saisonnière au cours de la même période. On constate que sur ce segment, donc, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, on a une hausse de plus 18 par rapport à 2023 et de plus 50 par rapport à 2019. Ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement aux hôtels qui avaient enregistré une mauvaise performance au mois de juin, les meublés, les locations saisonnières, leurs meilleurs mois sont en fait le mois de mai et de juin, avec 1,3 million, c'est ça, de nuitées réservées. En termes de nuits disponibles, donc on voit que l'offre elle a aussi beaucoup augmenté au cours de l'année du premier semestre. Donc on a une hausse de plus de 62% de l'offre de meublés sur le premier semestre et elle a plus que doublé par rapport à 2019. Les revenus des locations et des meublés sur le premier semestre de l'année, donc on a 1,2 milliard d'euros de revenus qui ont été générés par les locations et les meublés saisonnières, une hausse de plus 43 par rapport à 2023. Après le taux journalier moyen, donc ce qu'on appelle le prix moyen pour les hôtels par jour d'une location ou un meublé à Paris était de 180 € par nuit, une hausse de plus 20 par rapport à 2023 et de plus 63 par rapport à 2019. Donc au global, sur le premier semestre, les premières estimations font état d'une fréquentation de 22,2 millions de touristes en Île-de-France, une hausse de 3% par rapport à 2023 et toujours un petit retard par rapport à 2019 de 6%. Les touristes français, 12,2 millions, une hausse de plus 3 et moins 7 par rapport à 2019. Et les touristes internationaux avec 10 millions et plus 4 par rapport à 2023 et moins 4 par rapport à 2019. En termes de nationalité internationale, donc on avait vu les évolutions sur l'année 2023, donc on continue à l'analyse par nationalité sur le premier semestre. Donc on observe que les États-Unis et les Britanniques sont toujours les deux premières clientèles de la destination sur cette période, avec 1,3 million de touristes américains et 1 million de touristes britanniques. On constate que d'une manière générale, le dynamisme des clientèles internationales classiques est un peu moins fort que ce qu'on a pu constater sur l'année 2023. Donc les Américains n'ont progressé que de 2%. Les Britanniques sont légèrement en baisse, les Italiens sont stables, les Espagnols sont en baisse. Les Allemands qui ont connu une grosse chute de 14% par rapport à 2023. Les Belges aussi qui sont relativement stables.
Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme sur le marché classique en ce moment. Et par contre, on a cet effet de rattrapage des clientèles émergentes qui continue sur le premier semestre, qui était déjà à l'œuvre en 2023 et qui continue, avec des touristes chinois qui sont en hausse de plus 56% par rapport au premier semestre 2023. Des Brésiliens aussi qui sont un marché dynamique avec plus 14% et les Canadiens plus 11%. Les constats et les recommandations, on a un potentiel de croissance important pour les marchés asiatiques, on l'a déjà dit, sud-américains. Donc il y a un effet de rattrapage, bien sûr, par rapport à leur niveau de fréquentation habituel, mais il y a en plus ce potentiel de croissance qu'on a pu observer les années précédentes, 2014-2019. Donc on est sûr que ces marchés, une fois qu'ils auront atteint leur niveau de fréquentation de 2019, ils vont continuer à progresser si effectivement il n'y a pas de freins géopolitiques ou administratifs pour bloquer leur croissance. Donc pour capter ces marchés-là, il faut bien sûr proposer des services en leur langue, des guides, des brochures, adapter les expériences culturelles et gastronomiques, renforcer encore une fois la présence sur les réseaux sociaux chinois et peut-être aussi brésiliens, parce que les écosystèmes digitaux des différents pays ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, donc il faut bien s'informer sur quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés, les moteurs de recherche pour faire les SEO, etc. Collaborer toujours avec les agences de voyage, parce que pour les marchés émergents, l'intermédiation ou en tout cas la prescription reste un levier clé. Donc il faut travailler avec les professionnels du secteur sur ces marchés-là, les tour opérateurs et les agences de voyage. Donc participer à des salons avec Choose Paris Région notamment. Il y a cette baisse des marchés européens. Donc on a vu que sur le premier semestre, on a un essoufflement de certains marchés en Europe. Est-ce que ce sont les contraintes économiques, l'inflation? Est-ce que le pouvoir d'achat est un peu en baisse? Il y a plusieurs questions qui se posent. J'ai pas les réponses pourquoi le marché européen en ce moment est un peu en berne. Donc il faut peut-être repenser l'offre touristique pour les marchés européens en mettant en avant des séjours plus accessibles avec des formules différentes, avec des offres peut-être moins coûteuses en dehors de Paris qui pourraient attirer cette clientèle sensible plus peut-être aujourd'hui au prix que les années d'avant. Et ça permettrait aussi de mieux répartir les flux sur la destination. Aussi un ralentissement du tourisme d'affaires, parce qu'en fait ces faibles performances des marchés de proximité en fait illustrent le faible dynamisme du tourisme d'affaires sur les marchés de proximité. On a des taux de tourisme d'affaires qui sont très importants, notamment français, mais aussi belges, allemands. Donc ce sont les principaux partenaires commerciaux de la France, les marchés de proximité. Et le fait qu'il y ait moins de touristes d'affaires, ça se reflète dans les chiffres de fréquentation globaux et du coup il faut faire attention à ce segment clientèle d'affaires. Après voilà, on peut valoriser cela en mettant en avant les infrastructures modernes qui ont servi pour les Jeux Olympiques et peuvent aussi servir pour des événements d'affaires, collaborer avec les entreprises, les organisateurs d'événements. Faut faire attention à ce segment leisure qui est de plus en plus important, des touristes d'affaires qui prolongent leur séjour avec des loisirs des séjours de loisirs, et donc il faut leur proposer une offre adaptée pour qu'ils soient incités à choisir notre destination. Chiffre des Jeux Olympiques en termes de fréquentation touristique. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la période paralympique, donc vous aurez uniquement une vision sur la période de Jeux Olympiques et interjeux.
Sur la période des Jeux Olympiques, j'ai découpé en 3 périodes, pour voir un peu ce qui s'est passé avant et après les Jeux Olympiques. Donc on constate qu'entre le 1er juin et le 23 juillet, il y a une baisse de la fréquentation touristique, beaucoup plus marquée pour la clientèle française, de moins 17 que pour la clientèle internationale, où la baisse est de seulement moins 6%. Donc au global, du 1er au 23 juillet, on a une baisse de la fréquentation touristique qui est de l'ordre de moins 12% en Île-de-France. Ensuite, la période des Jeux Olympiques, donc à partir du 24 juillet, parce que les touristes ont commencé à venir, à arriver un peu plus tôt, et du coup, on observe que les Jeux Olympiques disons que la fréquentation, elle correspond un peu correspond à ce qui était attendu, les prévisions qui avaient été faites par différents organismes privés ou publics, donnaient des chiffres qui étaient à peu près similaires à ce qu'on a pu constater avec les chiffres post-événement. Donc une hausse de 9% de la clientèle internationale et de 22% plus important pour la clientèle française, donc qui s'est beaucoup déplacée pour assister aux Jeux Olympiques. Donc il s'agit de la clientèle française hors Île-de-France sur ce graphique. Donc au global, la fréquentation touristique pendant les Jeux Olympiques a progressé de plus 15%. Et après, une fois que les Jeux Olympiques sont finis, la fréquentation touristique est retombée par rapport à une année classique. Donc encore une fois, la clientèle française qui a subi plus fortement cette baisse de moins 10, alors que la clientèle internationale n'a baissé que de 4% sur la période interjeux. Bon, les Jeux paralympiques avaient déjà commencé, chose qui est souvent observée sur les événements de cette ampleur-là, avec une petite baisse avant et après, mais je pense qu'une destination comme la nôtre, avec le dynamisme et la richesse de son offre, pourra très vite se remettre dans le sens de faire repartir à la hausse les flux touristiques. Donc en termes de volume de touristes qui ont été présents en Île-de-France sur la période des Jeux Olympiques, donc vous avez vu dans la presse des valeurs de 11 millions ou 12 millions, mais là, ils avaient compté également tous les Franciliens qui avaient participé à la fête populaire. Donc là, je vous illustre uniquement ceux qui sont venus de l'extérieur de l'Île-de-France. En tout cas, pour les 2 premiers, les touristes français, 1,6 million, les touristes internationaux, 1,5 million. La hausse, vous l'avez déjà vu sur la slide précédente, et j'ai également voulu souligner en fait le fait que pendant les Jeux Olympiques, les séjours touristiques franciliens, c'est-à-dire des Franciliens qui ont dormi, qui ont passé la nuit dans un autre département que celui de leur département de résidence, est en hausse par rapport à l'année précédente. Parce que, contrairement à ce qu'on a pu entendre, les Français auraient déserté l'Île-de-France, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On voit que les Jeux Olympiques ont donné un coup de boost au déplacement des Franciliens, donc ils sont plus déplacés que l'année précédente. Donc même si tous ces déplacements, 1 million de séjours, ne sont pas forcément tous liés aux Jeux Olympiques, mais ils ont eu lieu pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est important de souligner aussi le fait que l'activité intra-francilienne au niveau de la région, des résidents franciliens ont été dynamisés par cet événement. En termes de nationalités qui ont été présentes pendant les Jeux Olympiques, donc on a les Britanniques en première position, avec une hausse assez importante de plus 17% par rapport à 2023. Donc cela est bien sûr lié à la proximité géographique de ce marché qui peut venir très facilement en Île-de-France, notamment les Londoniens et ceux qui sont autour de Londres.
Ils ont aussi voilà, une bonne équipe olympique. Ensuite, on a les Américains en deuxième position, qui sont aussi plus nombreux que ce qu'ils étaient à l'été 2023. Les Allemands, qui sont en forte progression. On avait vu que sur la première partie de l'année 2024, ils étaient en forte baisse. Là, on a une explosion du tourisme en provenance de ce pays. Donc, ce qui est plutôt encourageant. Et on a la même chose pour les Belges, qui peut-être eux aussi, ils ont profité de la proximité de l'événement. D'ailleurs, dans les ventes de billets avant les Jeux Olympiques, on voyait que le marché belge faisait partie de ceux qui avaient le plus acheté de billets. Après, bien sûr, les Américains, les Britanniques, etc. Mais ça faisait partie du top 5, je crois, des acheteurs de billets. Les Italiens, qui sont en 6e position, avec une baisse de leur fréquentation, je n'ai pas vraiment d'explication pour savoir, donc il faut que je creuse un peu plus les chiffres, pour voir s'il n'y a pas voilà, je me suis beaucoup basé sur des données de téléphonie mobile pour faire ces estimations. Et parfois, on peut avoir peut-être aussi Mais ça peut être expliqué aussi peut-être par le fait que les touristes italiens sont très présents d'habitude en mois d'août et que ceux qui sont venus pour les Jeux Olympiques n'ont pas réussi à compenser la perte de touristes classiques, tout simplement. Et on voit également des touristes long courriers qui ont été bien dynamiques pendant les Jeux Olympiques. Encore une fois, les Chinois, ils étaient déjà très dynamiques sur le premier semestre. Donc, cette tendance a continué aussi pendant les Jeux Olympiques, avec plus 48%. Et les Brésiliens qui ont connu également un fort dynamisme pendant la période des Jeux Olympiques. En termes de répartition des touristes par département, on constate que Paris, c'est quand même la ville qui a bénéficié de cette manne touristique, de ces afflux touristiques, avec 1,7 million de touristes qui ont été... là, on parle de touristes qui ont séjourné, dont l'hébergement était sur le territoire du département. Donc, ces 1,7 million de touristes ont pu très bien aller voir des événements, par exemple, assister à des épreuves en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine. Mais là, on parle du lieu de l'hébergement. Donc 1,7 million qui étaient présents pendant les Jeux Olympiques étaient à Paris. Donc cela représente une hausse de plus 13%, dont 1 million de touristes internationaux. La Seine-et-Marne également a bénéficié un peu de cet effet Jeux Olympiques avec 500 000 touristes et une croissance de 6%. Je pense que voilà, le parc Disney joue aussi dans la fréquentation de ces départements, qui a eu quelques épreuves olympiques, mais ça a été assez marginal par rapport au reste. Les Yvelines qui ont bien profité, qui ont bien bénéficié de l'effet Jeux Olympiques, avec une hausse de plus 27% de leur fréquentation touristique. L'Essonne, plus 19%, donc je pense que la proximité avec les Yvelines, mais aussi peut-être avec Paris, leur a permis de voir leur fréquentation augmenter. Les Hauts-de-Seine, terre de jeu, plus 22. La Seine-Saint-Denis a un peu moins bénéficié de cet afflux touristique. Peut-être l'image de la destination, l'image du département a bloqué certains touristes pour rester séjourner sur le territoire. Peut-être ils sont venus juste à la journée, donc on a vu que il y a eu une explosion quand même des excursionnistes, des visiteurs, ce qu'on appelle les visiteurs à la journée, pendant la période des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, avec les fan zones, avec bien sûr les infrastructures qui ont accueilli les épreuves, mais en termes de touristique, la hausse est que de 9% par rapport à la période de 2023. Il y a le Val-de-Marne qui a progressé un peu plus, plus 13%.
Ils ont bénéficié bien sûr de cette proximité avec Paris. Et le Val d'Oise, c'est le département qui a, disons, le moins bénéficié de cette présence touristique pendant les Jeux Olympiques. Les prix hôteliers pendant les Jeux Olympiques donc, ont beaucoup augmenté. Avec des hausses allant de 51% pour les hôtels économiques à 83% pour les hôtels haut de gamme, les 5 étoiles, donc qui ont atteint des sommets de 975 € pendant les Jeux Olympiques. Donc sur la barre bleue, c'est le prix de 2023 et vous avez sur la courbe les différentes variations. Donc au global, le prix moyen d'un hébergement, d'un hôtel, d'une nuit d'hôtel à Paris était de 310 € pendant les Jeux Olympiques, donc une hausse de 66% par rapport à la même période de l'année 2023. Pour ce qui est de l'occupation pendant les Jeux Olympiques, donc on voit que en moyenne, les hôteliers à Paris, cette fois-ci, parce que j'avais pas les chiffres sur l'intégralité de l'Île-de-France, sont des données communiquées par le cabinet MKG Consulting. Le taux d'occupation a été en moyenne, toutes catégories confondues, était de 84%, donc une hausse de plus 10 points par rapport à la même période en 2023, et que cette hausse a été beaucoup plus forte pour les hôtels haut de gamme. Donc c'est les hôtels haut de gamme qui finalement ont le plus profité. Ils ont bien augmenté les prix moyens et ils ont aussi eu la plus forte hausse de leur taux d'occupation, avec un taux d'occupation qui est de 86%, donc supérieur à toutes les autres catégories. Quelques informations sur la demande et l'offre de meublés pendant les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, je n'avais pas la possibilité d'isoler seulement la période des Jeux Olympiques. Donc j'ai mis les valeurs pour les 2 mois pendant lesquels les Jeux Olympiques se sont déroulés, le mois de juillet et le mois d'août, avec, comme vous pouvez le constater, une hausse de plus 32% des nuitées réservées de juillet à août, et plus 64 par rapport à 2019. Donc il y a eu au global 2,9 millions de nuits qui ont été réservées pendant les 2 mois de l'été en location type Airbnb. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'offre avait explosé également. Donc on voit que sur les 9,9 millions de nuits qui étaient mises à disposition, en vente, si vous voulez, il n'y en a que 2,9 millions qui ont trouvé preneur. Donc il y a eu quand même pas mal de déceptions. Des gens qui n'ont pas trouvé preneur pour leur logement. Donc l'offre avait, elle a doublé par rapport à 2023, à la même période, juillet-août, et presque triplé par rapport à 2019. Donc c'est quand même très très impressionnant, mais finalement, tout le monde n'a pas pu en profiter. Pour ce qui est des revenus, toujours sur les meublés, les locations saisonnières, donc en mois de juillet, ils ont généré 361 millions d'euros, 413 millions d'euros au mois d'août, donc des hausses impressionnantes qui sont de l'ordre de 90% pour le mois de juillet et 153% pour le mois d'août par rapport à la même période de l'année 2023. Le taux moyen journalier, donc le prix moyen, donc on a vu que sur le premier semestre, ils étaient à 180 €. Là, les prix ont encore bien augmenté, donc avec 261 € par nuit pour le mois de juillet et 269 € pour le mois pour le mois d'août. Donc finalement, pas si loin des prix
des hôtels qui étaient à 310 en moyenne, qui ont été un peu perdants pendant cette période. Ce sont les musées de la destination qui ont vu, pour la plupart, enfin en tout cas pour ceux où j'ai pu récupérer des données de fréquentation, ont vu une baisse assez marquée de leur fréquentation, allant de moins 16% pour l'Arc de Triomphe à moins 36 pour la Conciergerie, moins 34 pour le Panthéon. Donc voilà, une baisse, je dirais, à peu près de 30% de la fréquentation au global, qui n'est pas non négligeable. Je suppose que les contraintes de mobilité pendant la période, et même le profil des touristes qui sont venus en Île-de-France à cette période étaient essentiellement des touristes qui avaient des places pour les Jeux Olympiques et qui n'avaient pas forcément le temps de faire des visites culturelles et qui peut-être n'avaient pas aussi non plus d'affinité particulière, donc moins que les touristes classiques. En termes de recommandations concernant les Jeux Olympiques, il faut effectivement consolider l'attractivité post-Jeux Olympiques. Utiliser les infrastructures olympiques pour organiser des événements majeurs, ça, bien évidemment, ça dépend des politiques publiques, régionales et nationales. Pour des départements comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, il faut faire un travail de fond sur l'image de la destination pour justement valoriser toute cet héritage qui a donné un dynamisme supplémentaire à ce département qui était déjà quand même assez dynamique économiquement. C'est un travail de marketing, de communication, de mise en valeur de tout cet héritage culturel et de rénovation urbaine. Il faut valoriser également dans la communication touristique les lieux qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Donc tous les départements qui ont accueilli des Jeux Olympiques peuvent continuer à communiquer sur l'expérience Jeux Olympiques en mettant en avant les moments festifs, la qualité de l'accueil pendant les Jeux Olympiques. Et on peut également surfer sur cette vague du tourisme sportif pour peut-être faire des liens, articuler l'offre touristique classique avec les événements sportifs. Comme ça a pu le cas, par exemple, un des musées qui a le mieux marché pendant la période des Jeux Olympiques, et même après, ça a été la Monnaie de Paris, qui avait fait une exposition sur les médailles olympiques. Donc, ils ont eu une progression de plus 66%, donc très original et astucieux. Donc on peut imaginer aussi que d'autres lieux essaient de profiter de cette notoriété des Jeux Olympiques. Et bien sûr, Paris n'a pas besoin des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques ont redoré un peu l'image de Paris, à la fois au regard de la qualité du déroulement de l'événement, mais aussi la mise en avant des lieux emblématiques de la capitale a été quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vais conclure avec les perspectives pour la fin de l'année, ce qui sont basés essentiellement sur les réservations aériennes internationales. Donc au mois d'octobre, on a des prévisions de hausse de plus 8% par rapport à octobre 2023. En novembre, une baisse un peu moins importante de plus 6%. Mais généralement, c'est une période de l'année où le tourisme est un peu moins bien représenté. Il y a moins de tourisme de loisirs. Par contre, on peut avoir quelques salons qui peuvent dynamiser un peu la fréquentation. Le mois de décembre qui connaît la hausse la plus importante avec plus 14% de réservation. Donc on constate qu'il y a un retour de petit à petit de la fréquentation, de la reprise de l'activité touristique qui avait peut-être les Jeux Olympiques ont joué un peu, n'ont pas été
particulièrement favorable à la dynamique touristique sur l'année 2024, mais on voit qu'après les Jeux Olympiques, il y a un mouvement qui se met en place de reprise de l'activité touristique de manière assez soutenue. Donc il faut bien sûr accompagner cette reprise avec des communications, avec des offres spécifiques, notamment sur la période des fêtes de fin d'année, pour dynamiser encore davantage le tourisme. Si on regarde les prévisions par continent, pour avoir un peu une idée d'où, quelles sont les zones géographiques les plus dynamiques, on constate que l'Amérique du Nord, donc essentiellement Canada et les États-Unis, sont en hausse de plus de 10%, enfin les prévisions pour d'octobre à décembre. On a de la même manière une hausse un peu moins forte sur l'Amérique du Sud avec plus 8%. Le continent européen, donc on voit que ça reprend aussi au sein de l'Europe. Les mouvements entre-européens reprennent après un premier semestre qui était un peu mou, plus 16 sur octobre-décembre. Les fêtes de fin d'année généralement stimulent beaucoup la demande touristique en Europe. L'Afrique, voilà, les prévisions sont en baisse, mais bon, ça représente une part marginale de notre clientèle touristique. Et généralement, ce sont des clientèles affinitaires pour la plupart. L'Asie, plus 6%, avec des différences quand même entre certains marchés. Enfin, il y a des marchés qui sont en hausse, d'autres qui sont en baisse. Pour le marché chinois, donc aucun problème, il continue. Les prévisions sont très positives. On a plus 50% de hausse pour le marché chinois et plus 22% pour le marché japonais. Les plus 6%, on a le cumul avec le Moyen-Orient et on voit que sur le Moyen-Orient, on a un peu moins de dynamisme sur cette dernière partie de l'année. La Corée du Sud aussi qui est un peu en perte de vitesse. Mais voilà, les deux principaux marchés asiatiques, la Chine et le Japon, sont en progression. Et une progression assez conséquente, importante. Si on regarde par nationalité, on remarque à part la Corée du Sud qui est en baisse de moins 4% en prévision sur le dernier trimestre de l'année. La plupart des autres clientèles sont en hausse. Donc c'est juste histoire de donner un peu plus de détails sur les évolutions par continent. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la clientèle allemande, on a vu, elle avait fortement baissé au premier semestre, donc on avait moins 14. Elle avait explosé pendant les Jeux Olympiques et là, sur la fin de l'année, elle est toujours en hausse. Donc une différence de dynamique assez surprenante sur le marché allemand qui a été un peu réticent à voyager en Île-de-France sur la première partie de l'année et là sur la deuxième partie de l'année qui connaît un dynamisme beaucoup plus important, de même que la clientèle italienne qu'on avait moins vu pendant les Jeux Olympiques avec une baisse. C'était un des seuls clientèles du top 10 qui était en baisse et là sur la fin d'année on a aussi une hausse très importante de la clientèle italienne de plus 30%. Pour finir, j'ai voulu vous présenter une conclusion de tout ce qu'on a pu voir, ou en tout cas des points importants qu'on a pu voir jusqu'à présent, avec une matrice SWOT qui présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, pour pouvoir se projeter un peu sur la fin de l'année et sur l'année 2025. D'abord, quelles sont les forces de notre destination? Il y a cette croissance des réservations internationales qu'il faut accompagner. Donc on a des belles perspectives en termes de progression. On a des marchés émergents qui sont très dynamiques, un marché intra-européen qu'on voit que ça commence aussi à bouger, en tout cas sur la fin de l'année.
Pour les marchés européens, j'ai pas de vision sur 2025, mais en tout cas, il y a une fin d'année qui s'annonce plutôt positive. Il faut essayer d'en profiter de cette croissance en proposant des offres, en communiquant sur son offre, se faire voilà, faut savoir capter la demande qui va arriver. Il y a l'attractivité de la destination après les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, voilà, je vais pas vous l'apprendre, ont mis voilà, un coup de projecteur sur notre destination. Donc ça a remis dans l'esprit des visiteurs la beauté et la richesse de la destination. Donc ça aussi, c'est une force pour la destination. Toutes les destinations d'ailleurs qui ont accueilli des événements de cette ampleur-là ont bénéficié. Il y a eu toujours un héritage en termes de notoriété, en termes d'image, en termes de retombées aussi touristiques. La force de Paris est bien sûr sa richesse culturelle et son offre, je ne vais pas revenir là-dessus. Et une autre force, c'est la capacité à attirer les touristes d'affaires avec des infrastructures adaptées aux grands événements, un tissu aussi d'entreprises qui fait que l'Île-de-France fait partie des destinations préférées des touristes d'affaires. Donc toutes ces points-là sont des forces qu'il faut essayer de mettre en avant et de valoriser. Parmi les opportunités, les marchés émergents, je ne vais pas revenir, la croissance du tourisme intra-européen, le tourisme d'affaires post-Jeux Olympiques. Donc on a vu que sur la première partie de l'année, on a eu un peu moins d'événements, un peu moins de touristes d'affaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être valorisé. En tout cas, ça peut arriver. Enfin, on peut avoir eu des vagues de tourisme d'affaires plus importantes sur la deuxième partie de l'année. Et une autre opportunité, c'est bien sûr le tourisme durable. On a vu que c'était identifié comme un point faible de notre destination. Effectivement, parfois c'est quelque chose d'affichage, c'est de la communication. Pour les touristes en tout cas, parce que c'est vrai que le choix du voyage, pour l'instant, il n'est pas beaucoup influencé par les labels durables, éco-responsables, mais c'est vrai que pour la qualité de vie des Franciliens, c'est très important de valoriser, et peut-être c'est mieux accepté quand on met en valeur un tourisme éco-responsable, durable. Ça peut être mieux accepté par les résidents qui parfois peuvent être un peu réticents à l'arrivée des flux massifs de touristes dans certaines destinations, on l'a vu. En termes de faiblesse de notre destination, donc cette perception négative sur certains aspects de l'offre, la propreté, l'accueil et l'information, la sécurité, la qualité de l'air, donc ce sont des points surveillés et essayer de trouver des solutions, les transformer en force. On a cette dépendance au marché long courrier qui est à la fois une force mais aussi une faiblesse, parce que dès qu'il y a un événement, une crise sanitaire par exemple, ou un événement géopolitique majeur qui impacte les flux touristiques, c'est d'abord les marchés internationaux lointains qui sont impactés. Donc si on n'a plus de touristes américains, c'est plus compliqué pour nos destinations. On l'a vu avec les touristes asiatiques, il y a eu des structures touristiques en Île-de-France qui ont beaucoup souffert, les grands magasins notamment à cause de l'absence de touristes chinois, certains hôteliers aussi qui étaient spécialisés sur cette clientèle et qui sont retrouvés sans clientèle. Il y a aussi quelques périodes de faible fréquentation en Île-de-France qu'on peut dynamiser, notamment les mois de janvier et février. On voit dans la saisonnalité, c'est une saisonnalité relative par rapport à d'autres destinations où les flux sont concentrés vraiment sur la période d'été. Mais en Île-de-France, on constate aussi qu'il y a un moindre nombre de touristes pendant janvier et février. Donc on peut imaginer, par exemple pour les hôteliers, de mettre en place des politiques tarifaires adaptées pour remplir les chambres pendant ces mois d'hiver, notamment auprès des clientèles de proximité qui peuvent profiter peut-être d'hébergements de qualité à Paris avec des tarifs qui correspondent à leur budget. Et en termes de menaces, donc on voit
que l'inflation et les crises économiques qui ont un peu impacté le pouvoir d'achat des touristes d'une manière générale, notamment en Europe. L'inflation a été assez importante. Donc on peut imaginer, par exemple, on a vu la baisse du marché espagnol, que ça soit lié aussi à ces questions d'inflation. Il y a la concurrence des autres destinations dont il faut tenir compte. Il faut voir quelles sont les politiques qu'ils utilisent en termes de communication, en termes de valorisation de l'offre. Donc il faut faire des benchmarks réguliers pour savoir ce que fait Londres, ce que fait Madrid, Rome, etc. pour essayer de se positionner et de capter aussi, de ne pas se laisser dépasser par la concurrence. Et il y a bien sûr les tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre en Ukraine, qui affectent notamment les vols en provenance de l'Asie. Il y a aussi le Moyen-Orient qui s'embrase avec Israël. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui jouent négativement sur les arrivées touristiques d'une manière générale, sur les déplacements touristique. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci à vous tous pour votre présence à cette rencontre annuelle dédiée à la présentation des chiffres du tourisme en Île-de-France.